Y a-t-il une culture et une pensée géopolitique spécifiques à la Russie? Au vu de la guerre en Ukraine qui a été déclenchée en février 2022 et à ses récents développements, cette question paraît plus que légitime. Bien sûr, il ne s'agit pas de juger un pays pour ses actions, mais de comprendre les conditions qui vont structurer sa grille de lecture, ce qui nous permettra ensuite d'anticiper ses actions à venir. Pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel dans les rendez-vous de la géopolitique. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme je l'ai rappelé, notre analyse géopolitique a pour vocation toujours à essayer de comprendre, à faire de la prospective. Mais pour ça, il faut souvent comprendre les éléments structurants d'une société ou d'un pays ou d'une civilisation. Et là, en l'occurrence, c'est d'essayer de comprendre deux termes, culture et pensée, qui sont rattachés à un contexte géopolitique particulier, celui-là aussi. Je pense qu'en préambule, si vous le voulez bien, il y a effectivement un terme qui est très important et que vous avez eu raison d'utiliser, c'est le terme de contexte géopolitique, parce qu'il va peut-être nous permettre déjà de mieux cerner la question telle que nous la posons et de mieux comprendre les logiques telles qu'on souhaite les mettre en place pour justifier la légitimité de la question et ensuite pouvoir y répondre. Parce que dans le terme de contexte géopolitique, on doit avoir la perception que finalement, il y a trois éléments qui peuvent caractériser la situation d'un État à l'international. Un premier élément qui le situe ou dans lequel l'État peut se situer, un deuxième élément qui serait amené à maîtriser, et puis plutôt un troisième élément qu'il serait amené à avoir en héritage ou dont il pourrait hériter. Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, ce contexte en géopolitique, on voit bien que si on arrive à le dessiner ou à le mettre en avant, il va nous amener à comprendre qu'il peut façonner une culture géopolitique pour un pays et que cette culture géopolitique d'un pays, elle-même, va nourrir une vision ou une pensée géopolitique, ce qui donc laisserait à considérer que la question telle que nous la posons est totalement justifiée et de surcroît importante. Si je comprends bien la logique, Fabrice, il y a une culture spécifique de zone ou de pays déterminée et il nous revient de comprendre quelle est cette culture spécifique en partant du principe qu'elle n'est pas la même que la nôtre. Ça sera crucial. Et également, il y a peut-être à travers cette culture spécifique qui se développe, une pensée géopolitique qui va apparaître, naître de la structuration de cette culture dans les institutions, dans le fait social et qui va nous permettre de l'analyser. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est pour ça qu'il y a deux démarches qui me semblent indispensables à mettre en amont en géopolitique, sur ce sujet en particulier comme sur tous les sujets. La première démarche qui consiste à pouvoir se mettre à la place de l'autre, parce que si l'environnement, le contexte dans lequel il évolue peut être à même de créer une culture géopolitique particulière, il faut surtout s'abstenir d'imaginer qu'il va penser comme nous, parce qu'en réalité, on va être dans l'incapacité de voir les différentes perceptions qu'il va avoir. Et puis, il y a une deuxième démarche qui va surenchérir sur celle-là par le fait qu'on peut imaginer qu'une société se développant, elle va avoir tendance à reproduire des mêmes approches stratégiques ou des mêmes approches tactiques. C'est d'autant plus important à rappeler que si la première idée me semble relativement entendue ou convenue, l'idée qui consiste à essayer en géopolitique de se mettre dans une autre vision. Ça s'inscrit en particulier sur le fait, vous savez Olivier, que généralement nous, on a une vision du monde avec l'Europe au cœur ou au centre, et puis évidemment les États-Unis ont une carte du monde avec les États-Unis au centre, et puis la Russie au centre, de même que la Chine se met au centre. Donc ça permet de changer les perspectives, et on est bien dans cette idée d'admettre qu'il faut changer les perspectives, et c'est d'autant plus important à rappeler qu'on peut peut-être considérer que depuis une trentaine d'années, notamment avec la fin de la guerre froide, en Occident, on a eu peut-être tendance à oublier ce réflexe spontané ou classique en géopolitique, parce qu'on a eu tendance à adhérer à une vision d'un monde qui deviendrait plus homogène, une homogénéisation du monde à travers la mondialisation qui rendait plus forcément nécessaire le fait que de s'intéresser à des spécificités telles qu'on est en train de les mettre en avant. Le contre-exemple, magnifiquement réussi d'ailleurs, me semble être l'ouvrage que Sir John Basil Liddell-Hart a écrit en 1948, parce que justement, dans cet ouvrage dont le titre est magnifique, The Other Side of the Hill, en réalité, Liddell-Hart, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à interroger les généraux allemands pour mieux comprendre quelles étaient les raisons, les logiques et les schémas de pensée des généraux allemands et des états-majors allemands durant la guerre. Donc on voit bien que là, il cherche
à se projeter de l'autre côté, en réalité, du miroir ou en termes de temps. Et ce qui est important peut-être à rajouter sur cet ouvrage, c'est qu'il est intéressant certes, mais il se base encore a posteriori, c'est 3 ans après la fin de la guerre, et peut-être qu'en géopolitique, comme on s'en apercevra dans les questions suivantes, il serait plus judicieux d'essayer de le faire en amont ou avant. Et puis à cette première tendance, il y en a une seconde, parce qu'effectivement, si un État, la Russie là en particulier sur notre thématique, mais un État en général, on voit bien, va développer une culture géopolitique de par un certain nombre d'éléments qui lui sont propres, cette culture va avoir tendance, en se développant, à elle-même générer une pensée, d'autant plus qu'on sait bien la propension des sociétés à avoir tendance à reproduire des tactiques ou des stratégies à laquelle elles sont accoutumées et qu'on peut les conduire à la victoire. Et là, il y a un ouvrage d'Einhard Friedberg et de Michel Crozier, L'acteur et le système. Et il y a un chapitre qui est intéressant d'un point de vue géopolitique, puisqu'il aborde la crise des missiles de Cuba, et on voit bien qu'ils mettent en exergue le fait que l'état-major américain a tendance à reproduire des stratégies classiques de bombardement intégral, ce que, heureusement, Kennedy va réfréner. On est là plus dans un réflexe que dans la capacité à mettre une stratégie qui serait idoine par rapport au contexte. Donc ça, si vous me permettez, c'est 2 préalables qu'il était indispensable de rappeler, parce qu'à mon avis, il justifie et corrobore le fait qu'il est totalement judicieux de s'interroger sur quelle pourrait être la culture géopolitique d'un État, en l'occurrence ici la Russie, de par un certain nombre d'éléments qui le configurent. Alors, je vous propose, Fabrice, de commencer à répondre à cette question en s'intéressant à la culture spécifique géopolitique des Russes. Alors, pour comprendre la culture géopolitique qui serait spécifique des Russes, il faut déjà commencer peut-être par déterminer quels seraient les 3 éléments ou les 3 aspects tels qu'on peut s'attendre à ce qu'ils puissent configurer une culture géopolitique. Et là, ça renvoie peut-être au verbe ou au mot qu'on avait évoqué dans la première réponse, à savoir que l'aspect qui permet de situer, c'est la géographie. L'aspect qu'on pourrait être en situation de maîtriser, ça peut être la démographie. Et l'aspect dont on serait amené à l'hériter, c'est évidemment l'histoire. Permettez-moi aussi de préciser une chose, c'est qu'il ne faut pas confondre ces 3 aspects dont on voit bien qu'ils s'inscrivent dans un temps long, voire très très long, avec d'autres aspects, parce que j'entends peut-être un certain nombre de questions spontanément ou de réflexions, qui sont des aspects importants, l'outil industriel, la capacité de production, mais dont j'ai le sentiment qu'en géopolitique, il faut plus les percevoir comme des outils qui servent la puissance que comme des éléments préconfigurés dont il va falloir tenir compte pour justement adapter sa stratégie, sa culture géopolitique qui va nourrir sa pensée géopolitique. Donc, on va commencer peut-être par regarder le premier aspect qui est géographique. Et là, il y a 2 caractéristiques, me semble-t-il, qui sont très très intéressantes au niveau de la Russie et dont j'ai le sentiment que, peut-être parce que, somme toute, ils sont très évidents, on n'a pas tendance à les prendre assez en considération. D'abord, la superficie du territoire russe, c'est 17,1 millions de kilomètres carrés. Donc on voit bien spontanément à l'énoncé de ce chiffre qu'on a affaire à quelque chose de gigantesque, n'ayons pas peur du terme. Peut-être que ça apparaîtra encore plus significatif quand on dira que le 2e pays dont la superficie est la plus importante au monde, c'est le Canada, qui a 9,9 millions de kilomètres carrés. Donc on voit bien que là, il y a un écart abyssal entre le premier et le second. Et de rajouter d'ailleurs que si vous voulez prendre les points les plus extrêmes de la Russie, il faut pratiquement 10 heures en avion pour les atteindre, 5 jours en prenant le transsibérien. C'est quand même des chiffres qui sont très étonnants en fait quand on entend bien, que bien sûr la Russie est à cheval sur 2 continents, et que si on commence à partir des frontières les plus occidentales, on se retrouve en Biélorussie, on se retrouve sur les pays baltes, et puis que tout d'un coup, si on regarde jusque sur les franges les plus orientales de la Russie, tout d'un coup, on se retrouve sur la mer du Japon, avec comme voisins la Chine et la Corée du Nord. Enfin, je veux dire, rien que de dire ça, avec 6400 km de distance quand même. Donc là, ça donne une impression quand même de gigantisme exceptionnel. Mais alors, il y a un 2e point qu'il faut s'empresser tout de suite de rajouter, surtout dans un monde qui a plus de 70% constitué d'eau, et malgré le fait que la Russie ait plus d'une 30 000 km de côte, c'est que si on regarde bien,
la Russie a ce paradoxe exceptionnel, de par la nature de sa superficie, que de pouvoir légitimement se percevoir elle-même comme encastrée, engoncée, limitée par le fait qu'elle a très peu accès aux océans, aux mers, aux voies maritimes principales, parce qu'en réalité, elle est surtout bordée de mers fermées ou de mers quasi fermées, et on pense notamment à la Baltique ou à la mer Noire. Donc là, on voit déjà que, paradoxalement, au lieu d'être dans une logique de puissance incontestable, on peut se retrouver dans une sorte de paradoxe. Et d'ailleurs, André Fontaine, dans son ouvrage « La Tache rouge », qui était la synthèse de tous les ouvrages qu'il avait écrits sur la guerre froide, en 2004, si ma mémoire est bonne, met une citation de Joseph Staline, telle qu'elle a été répertoriée par un diplomate yougoslave dans ses mémoires en 1962. Il passe devant une carte et il regarde l'ambassadeur yougoslave et lui dit, en voyant la Russie qui est immense et qui apparaît d'autant plus qu'elle est en rouge, Staline regarde son interlocuteur et dit « Ils, c'est les Occidentaux, ils n'accepteront jamais qu'une telle étendue soit rouge. » Alors là, je m'empresse de préciser que là, bien sûr, c'est plus le communisme dont il s'agit, mais de toute façon, on pourrait retranscrire les propos qu'une telle étendue reste ainsi parce qu'elle est une telle puissance. Et d'entendre la fin de la citation, jamais, jamais. Et là, c'est très très important parce qu'on voit bien que déjà, on est en train de basculer de la géographie, me semble-t-il, à la psychologie, et qu'un élément qui apparaissait spontanément comme fort est plus paradoxal ou plus à nuancer, et que ça va nous amener d'ailleurs peut-être à corroborer ce sentiment sur le deuxième aspect et sur le troisième aspect. Alors il y a un deuxième aspect, vous l'avez souligné, qui est celui de la démographie. Oui, alors là, en fait, on va voir qu'il y a une sorte de fragilité qui va venir se rajouter à ce premier sentiment ambigu, finalement. Parce que là, il y a deux perspectives qui sont importantes à mettre en avant, et peut-être également deux incidents ou deux corollaires qu'on pourra développer. La première perspective, c'est qu'en réalité, la population russe aujourd'hui est de 146 millions d'habitants. C'est intéressant que de mettre en avant un aspect. L'aspect qu'il faut mettre en avant, c'est que lors du dernier recensement de l'Union soviétique, en 1989, le territoire de la Russie, alors je parle bien du territoire de la Russie, parce que là, évidemment, je ne parle pas de la population de l'Union soviétique, puisqu'il y a eu des évolutions considérables avec des États qui sont devenus indépendants. C'est vrai pour les États baltes, pour la Biélorussie, pour l'Ukraine et pour un certain nombre de républiques caucasiennes, on voit bien dans la partie du sud-est asiatique. Donc là, je parle bien du territoire russe pour que la comparaison soit possible. On est sur 147 millions d'habitants. Donc ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que finalement, entre 1989 et aujourd'hui, 2024, la population russe non seulement n'a pas progressé, mais au mieux elle a stagné, voire elle a diminué. D'autant plus que ce chiffre de 146 millions, faut y intégrer les 2 millions de la population de Crimée qui a été intégrée en 2014 et dont évidemment l'intégration est très contestable en termes de géopolitique. D'autant on voit bien qu'en plus, sans la Crimée, on serait sur un chiffre qui serait vraiment inférieur. Ça, c'est très très important à avoir à l'esprit, me semble-t-il. Mais alors en plus, il y a un autre aspect qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on peut avoir tendance à considérer que cette dynamique ou ce ralentissement va se perpétuer à l'avenir. Parce que là, me semble-t-il, il y a 2 pages dans le dernier ouvrage d'Emmanuel Todt, qui s'appelle « La défaite de l'Occident », pages 64 et 65, qui sont très très intéressantes. Et d'ailleurs, le titre de ce passage est assez révélateur. Je trouve qu'il est bien trouvé finalement. C'est la stratégie de l'homme rare. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'entre 1995 et 2000, on a un taux de fécondité qui est aux alentours de 1,3. Et quand on connaît bien les basiques ou les chiffres références en termes de taux de fécondité, on voit bien que c'est des taux qui sont non seulement très très bas, mais qui ne permettent pas à la population au moins de se reconduire à l'identique, et que depuis 2000, on serait à 1,5. Donc non seulement on est dans une logique de population qui ne s'accroît pas, mais dont on a le sentiment que la dynamique va continuer d'être telle que ça. Et ça nous amène sur les corollaires. Parce que le corollaire, quel est-il ? Le corollaire, c'est qu'en fait,
si on fait un rapport de la population russe à la superficie telle qu'on l'évoque, on se retrouve avec une densité de 8 habitants au kilomètre carré, Olivier. Et 8 habitants au kilomètre carré, on sent bien que spontanément là, ça, c'est pas une force, c'est plutôt une inquiétude sur sa propre capacité à maîtriser son propre espace. Et ça va être surenchéri par un autre aspect. Parce qu'en plus, on a 78% de la population russe qui se retrouve dans 25% des territoires qui sont les plus à l'ouest. Donc non seulement on est sur un chiffre moyen de densité qui est très faible, mais c'est encore pire si on envisage la répartition telle qu'on est en train de la donner. Donc là, on voit bien que finalement, on a un élément démographique qui ne fait que surenchérir sur une situation déjà ambiguë quant à la superficie. Et il y a un deuxième corollaire qui me paraît capital pour que cette fragilisation soit bien comprise, c'est les pertes que la Russie a connues sur 2 événements majeurs du XXe siècle. Et ça, je pense qu'en toute objectivité, il faut bien l'avoir à l'esprit, en fait. Le premier événement, si vous me permettez de l'évoquer dans sa continuité, c'est la Première Guerre mondiale et la guerre civile russe qui va lui succéder de 1917 à 1922, parce que globalement, on considère qu'entre 1914 et 1922, on a pratiquement 12 millions de morts. Avec en plus des chiffres, évidemment, qui, selon les experts, varient, mais c'est l'ordre de grandeur. Quant à ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique, le terme est très très intéressant. Alors on sait bien que c'est un terme qui a été mis en avant par la propagande soviétique, mais ça continue à être dénommé ainsi. Dans la nuit du 21 au 22 juin 1941 jusqu'au 9 mai, puisqu'on rappelle que les Soviétiques ont signé la paix un jour plus tard pour montrer que c'est eux plutôt qui dictaient la fin de la guerre et le rôle principal qu'ils y avaient joué, à juste titre, qui peut le contester, mais c'est 20 millions de morts. Donc là, quand on entend ces chiffres-là en plus, on voit bien spontanément que forcément, à l'aune de cette histoire, ce sentiment de fragilité lié à la démographie ne peut être qu'amplifié. Et on voit bien que d'ailleurs, c'est en train de nous conduire au 3e paramètre, qui est le paramètre historique. Oui, parce que vous avez commencé déjà cette liaison entre la démographie et l'histoire, mais peut-être remontons à l'histoire russe jusqu'à ses racines. Alors là, il y a quelque chose qui va peut-être étonner nos interlocuteurs, mais qu'il faut bien avoir à l'esprit, parce que j'ai le sentiment que c'est très très important pour que justement on puisse s'efforcer de mieux voir les aspects principaux. Parce qu'on voit bien la difficulté exceptionnelle que d'essayer de dresser, on va dire, les logiques d'une culture géopolitique d'un État quel qu'il soit. Mais c'est que si on regarde bien, en fait, et c'est toujours un peu étonnant par rapport à la taille du pays tel qu'on vient de le mettre en avant, c'est que la Russie a été très très souvent attaquée et que même on peut peut-être considérer qu'elle a plus souvent été agressée qu'agresseur. Et là d'ailleurs, il y a une sorte de mouvement de balancier. Parce que d'abord, dans les premiers siècles, on va dire que les menaces sont plutôt sur les limites orientales, avec les invasions mongoles qui rentrent très profondément sur les territoires de la Russie ou de la Russe. Et puis, au fur et à mesure, on va avoir plutôt des menaces qui viennent de l'Occident. Et là, il faut en rappeler un certain nombre, parce qu'on a les menaces d'abord du roi de Suède, Charles XII. Alors c'est quelqu'un qui est très oublié, je trouve, parce qu'aujourd'hui, on ne se souvient plus que la Suède a été une très très grande puissance géopolitique. Et puis, à ces menaces de Charles XII, il faut rajouter, bien sûr, la menace telle qu'elle a été vécue à travers Napoléon. Mais il y aurait aussi, ça c'est un fait qui n'est pas assez souligné, au XIXe siècle, dans la continuité de l'élargissement de l'empire colonial britannique aux marges de cet empire, notamment en Inde et en Afghanistan, des frictions qui sont très très importantes, qui vont d'ailleurs donner lieu à la guerre en Crimée au XIXe siècle et les combats autour de Sébastopol avec les Français et les Britanniques d'une part contre les Russes. Et puis enfin, il y aura les affrontements qui sont plus connus face à l'Allemagne en 1914-1918 et face à l'Allemagne en 1941-1945. Donc là, on est déjà dans une logique, on le voit bien, où les frontières sont importantes, mais elles sont source de menaces, on va y revenir, plus que d'opportunités. Et là, il y a 2 éléments qui me paraissent très très importants à ajouter, si vous le voulez bien. D'abord, ça peut expliquer que dans l'approche russe,
eu égard à tous ces éléments dont on voit bien qu'ils spontanément ils commencent à s'associer, n'est-ce pas, ou à se conjuguer, quand il s'agit de mener une opération extérieure, on va privilégier un coup de force, par surprise, le plus brutal et le plus rapide possible, pour pouvoir déstabiliser, à tort ou à raison, l'adversaire, et afin d'éviter que de se trouver prolongé dans des guerres aussi sanglantes ou mortifères que celles qu'on a pu connaître auparavant. Et là, il y a un exemple qui est manifeste, avec le début de l'offensive soviétique en Afghanistan dans la nuit du 24 au 25 décembre 1979, qu'on avait eu l'opportunité, Olivier, souvenons-nous, de mettre en avant dans cette fameuse opération dénommée Tempête 333, parce qu'on avait bien dit, dans cette émission spéciale dédiée au premier mois de guerre en Ukraine avec le groupe Omnes au mois de mars 2022, on avait bien dit qu'il fallait faire attention. L'opération telle que les Russes la menaient était une opération de ce type-là, qui combinait en réalité choc politique, choc psychologique et militaire. Et on voit bien que par les effectifs, l'idée des Russes consistait plus à frapper le pouvoir politique en son cœur, à le décapiter, ce qui a été fait en Afghanistan en 1979, et à penser qu'il y avait une faiblesse induite de l'adversaire, en l'occurrence ici l'Ukraine, c'est là où ils se sont le plus trompés. Puisque non seulement il n'y a pas eu d'écroulement, mais il y a une résistance qui s'est mise en place. Et donc on voit bien qu'il y a une propension russe à faire ce genre d'opération, beaucoup plus qu'à faire des opérations de grand style, si vous me permettez, sur la terminologie qu'affectionnent les militaires, d'encerclement à base de blindés, dont on voit bien d'ailleurs, ça sera peut-être un autre sujet thématique, qu'elle était beaucoup plus proche de la démarche allemande entre 1871 et 1945. Et puis il y a un troisième point qui me paraît très très important. C'est le rapport que les Russes peuvent nouer ou lier avec l'espace territorial. Parce que là, il faut bien comprendre quelque chose. L'espace qu'on va pouvoir mettre entre son cœur et les adversaires potentiels, c'est quelque chose de fondamental parce que ça a été l'allié majeur de la Russie qui lui a permis de retourner des situations qui ont pu à un moment sembler désespérées, comme avec l'entrée de Napoléon à Moscou en 1812, comme l'approche des troupes allemandes. Et ça, c'est très très important à avoir à l'esprit, parce qu'on met souvent, selon une expression que je reprends, le fait que le meilleur allié de l'armée russe, c'est le général Hiver, avec le fait que les rigueurs du climat vont finir par détruire l'armée adverse. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, c'est beaucoup plus l'espace, car l'espace va aspirer. Il va absorber, puis il va finir par diluer l'adversaire, l'espace russe, pour ensuite le régurgiter ou le rejeter. Et donc, en fait, dans la culture géopolitique russe, le meilleur allié du soldat russe, c'est le général espace. Et quand on comprend bien ça, on voit bien que là, on a affaire à une culture qui forcément va favoriser ce qu'on peut appeler une sorte de mise en place d'un glacis ou d'espace tampon protecteur afin justement d'être dans la capacité d'éponger cette invasion pour ensuite être plus en facilité de la repousser. Vous avez posé là les éléments qui montrent la spécificité de la culture géopolitique russe, mais le travail de liaison reste à compléter, puisque en quoi cette culture géopolitique va se cristalliser en une pensée géopolitique spécifique? Je crois qu'on peut répondre par l'affirmative à cette question. Et évidemment, je crois qu'il est important de préciser que c'est des questions dont on voit bien que la nature est très difficile, parce qu'on s'efforce de dégager les lignes principales sans les caricaturer, et tout en reconnaissant qu'il y a forcément des paramètres supplémentaires qu'on pourrait adjoindre ou ajouter. Mais là, je crois qu'on est en train de dégager un certain nombre d'aspects très importants sur, on va dire, une culture géopolitique russe qui peut nous amener, en les associant, on voit bien, à dégager un axe principal, en tout cas, sur une pensée géopolitique russe. Alors, il y a un autre aspect qui me paraît important à rappeler, c'est qu'on peut aussi en profiter pour montrer que cet exercice-là, puisqu'il semble valable pour la Russie, à la limite, s'applique à toutes les autres puissances et à tous les États. Et on voit bien que l'intérêt de la question ne fait que s'amplifier davantage ou se justifier davantage, parce qu'on voit bien qu'on pourrait multiplier l'exercice à l'infini par rapport à tous les pays qu'on pourrait amener à rencontrer en géopolitique en 2024. Alors là, il y a peut-être une synthèse qui s'impose,
par rapport aux 3 aspects qu'on a évoqués. Et si on regarde bien, le premier aspect est assez intéressant parce que finalement, dans cet aspect géographique, on a la conjugaison déjà d'espaces qui sont immenses et d'ouvertures maritimes finalement qui sont très étroites. Et quand on conjugue ces 2 logiques, il y a bien une sorte de complexe d'encerclement qui ne peut pas manquer que d'arriver dans un tel contexte dans lequel la culture géopolitique russe est située, pour reprendre le terme qu'on a évoqué. Et puis là, maintenant, on est en phase de transition avec, évidemment, le fait qu'on accumule nos 2 aspects tels qu'on les évoquait précédemment vers une pensée russe, parce qu'on voit bien que si à cette situation de sentiment, de perception, d'encerclement, on ajoute la fragilité qui est due à une difficulté d'occuper l'espace d'une part et au nombre de morts d'autre part, mais quelle pourrait être la vision géopolitique russe du monde? C'est la vision géopolitique d'un monde dont essentiellement, qu'est-ce qu'on perçoit? Il est un monde menaçant. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que, encore une fois, c'est un axe principal, ce n'est pas le seul. Mais on voit bien que si ce monde est menaçant, finalement, on va avoir une vision géopolitique de la Russie qui va avoir tendance à systématiquement se mettre dans une perception d'un monde dans lequel il y a des menaces qui se développent, au risque parfois de les hypertrophier, de les exagérer, voire de clairement les surestimer ou les inventer, qu'on va privilégier la montée en puissance de la Russie, soit pour inhiber dès le départ potentiellement ces menaces, soit pour pouvoir ensuite y répondre, et puis de favoriser un rapport de force ou la nécessité que d'éradiquer ces menaces de façon définitive. Donc là, on voit bien qu'en réalité, me semble-t-il, on a pu expliquer qu'un certain nombre d'aspects principaux d'une culture géopolitique russe amènent à une pensée qui serait plus spécifique à la Russie. Encore faudrait-il ne pas oublier qu'à me semble-t-il, cette logique de fond, il faut rajouter 2 ou 3 aspects qui sont plus conjoncturels. Alors, qui sont plus ou moins conjoncturels selon ceux qu'on va être amené à évoquer. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est qu'en plus, en Russie, depuis 1989-1991, il y a globalement quelque chose qu'on ne peut pas forcément voir, mais il y a un sentiment d'humiliation. Et ça, c'est assez étonnant qu'on ne soit pas autant en capacité que ça que de le voir, parce que finalement, ce sentiment d'humiliation, d'ailleurs, il s'appuie sur 2 ressentis différents. D'abord, un premier ressenti qui est légitime pour toute une partie de la population russe, des élites, mais de la population russe, que la fin de la guerre froide, c'est aussi la chute de l'Union soviétique et la défaite de la Russie. On comprend bien spontanément que ça peut être ça. Et c'est non seulement la défaite de la Russie, mais c'est la faillite d'un système, ou d'un État, dont certains d'ailleurs sont assez nostalgiques. On voit bien, en plus, par rapport à ce complexe d'encerclement et cette perception d'une menace, un sentiment d'humiliation qui peut venir se greffer dessus. Et je trouve que là, il y a une vraie comparaison qui me paraît indispensable à mettre en avant. C'est le sentiment qu'a connu l'Allemagne en 1918 ou en 1919. Avec notamment une expression qui est devenue célèbre, parce qu'en réalité, l'intérêt de cette expression, le coup de poignard dans le dos, dont on voit bien qu'il a été complètement poussé, favorisé, mis en avant par les généraux allemands, Ludendorff, le maréchal Ludendorff en particulier, l'état-major allemand, pour totalement s'exonérer du poids ou de la responsabilité de la défaite et dire qu'en réalité, c'était pour des raisons politiques intérieures qu'on s'était effondré et pas du tout de par les qualités de l'armée allemande. On voit bien que ça, c'était un argument qui était totalement erroné. Donc là, il ne s'agit pas de se prononcer sur la justesse de l'humiliation telle qu'elle est ressentie, mais de constater que cette humiliation peut être ressentie. Et d'ailleurs, si on regarde bien, quand on prend l'ouvrage de Zbigniew Brzezinski, qui a été chargé des questions de défense pour le gouvernement américain, je pense notamment au Grand Échiquier, on voit bien qu'en plus, cette humiliation dans un deuxième temps a pu être nourrie davantage par l'idée que les Russes se sont fait du fait qu'on n'a pas respecté un certain nombre d'engagements qui avaient été pris vis-à-vis de Mikhail Gorbatchev, même si aujourd'hui on peut targuer qu'ils n'avaient pas été matérialisés ou concrétisés à travers des traités officiels rédigés, et que donc il y a une sorte, peut-être, de sentiment de duperie qui serait installé, parce que l'OTAN a avancé, parce que la Russie n'a pas été intégrée autant qu'il ait peut-être été possible de le faire dans la première décennie du XXIe siècle. Et là, on voit bien une sorte d'enchaînement
certes non objectif, pas forcément rationnel, mais qui ne peut que donner, par rapport à la situation qu'on a décrite par ailleurs, une sorte d'agacement et de perception conflictuelle encore davantage. Et puis alors, après, il y a deux aspects qui me semblent, sur le court terme, assez incontestables. C'est qu'on voit bien qu'il y a une propension depuis une dizaine d'années dans la politique extérieure russe que de s'inscrire davantage dans une logique de rapport de force et de manifestation de retour de la puissance. Ça paraît assez incontestable, et qu'il le fait d'autant plus que là, il y a un troisième fait peut-être plus ponctuel mais réel, c'est qu'à mon sens, les élites russes perçoivent les Occidentaux comme plus faibles, donc le moment comme plus opportun pour mettre en avant la puissance russe, les Européens parce qu'ils semblent relativement effacés, et les Américains parce qu'ils semblent particulièrement concernés surtout par ce qui se passe en mer de Chine et moins par ce qui se passe en Europe orientale. C'est intéressant parce qu'on a à la fois une culture spécifique, donc très ancrée sur le temps long, comme vous le disiez tout à l'heure, le court terme qui vient d'une certaine façon nourrir ces traits structuraux qui sont là, et enfin une vision projective de la part des Russes. Et c'est justement peut-être sur ce dernier trait qu'il faudrait s'arrêter pour savoir où ça nous amène finalement cette conjugaison d'une culture et d'une pensée stratégique et géopolitique russe. À l'issue de notre séance, il y a deux points essentiels qui me paraissent indispensables à mettre en avant. Pour ce qui est du point le plus global, je crois qu'il y a une conséquence ou une conclusion qui s'impose. Il est primordial en géopolitique d'être capable de se mettre en situation que de penser différemment et que d'essayer de mettre de côté la vision d'un monde peut-être un peu trop simple dans lequel tous les États se mettent à imaginer que les autres sont censés agir et avoir les mêmes réflexes stratégiques, ce qui peut amener d'ailleurs à des incompréhensions très importantes. En réalité, nous ne sommes pas du tout dans un monde globalisé, homogène, mondialisé. Pour reprendre l'ouvrage de Thierry Garcin, on est en géopolitique dans la fragmentation du monde. Et cette fragmentation du monde nécessite toujours davantage que de pouvoir se mettre à la portée d'autrui pour en comprendre les démarches et les spécificités. Olivier rejetait d'abord en géopolitique les idées qu'on façonne soi-même. Être capable de penser contre soi-même et de rejeter les idées spontanées telles des a priori. En réalité, penser contre soi-même pour éviter d'être à contresens. Voilà ce qui paraît être une leçon essentielle en géopolitique. Et on voit bien d'ailleurs que quelque part là est en train de s'insérer la pensée d'un des stratèges les plus importants en géopolitique. Car évidemment, si tu te connais toi-même et si tu connais tous tes adversaires, tu mèneras sans combat. Mais Sun Tzu aurait certainement préféré dans son ouvrage L'art de la guerre la citation qui consiste à dire « Si tu fais la guerre, tu l'as déjà perdue ». Je vous remercie Fabrice pour le mariage entre Aristote et Sun Tzu, qui était peut-être salutaire ici même. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.